Bonsoir à tous, bienvenue au live meeting du SLIP français. Je suis en direct avec Guillaume Gibaud Bonsoir tout le monde. et on est déjà très nombreux. C'est pourtant le deuxième live meeting avec le SLIP français, mais on a bien fait parce que vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits à cet événement, malgré la grève. Donc très heureux de vous retrouver ce soir. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter le format de cet événement et l'outil sur lequel on est ce soir. Et puis après, je disparaîtrai pour laisser la parole à Guillaume. Donc du coup, le programme, c'est 15 minutes de présentation de l'activité du slip français et plus précisément des ateliers du slip par Guillaume. Ensuite, je rappellerai les conditions d'investissement et pourquoi l'ITA a choisi de financer ce projet. Et ensuite, on vous laissera la parole avec vos nombreuses questions qu'on attend, parce que vous êtes déjà nombreux à connecter. Donc là, on est sur un outil qui s'appelle Livestorm. Vous pouvez déjà échanger sur le chat et m'indiquer si vous nous entendez bien avec Guillaume, si la connexion est bonne, si voilà, tout fonctionne bien. Et également, vous pouvez déjà poser vos questions dans l'onglet questions. Ça sera plus facile pour nous de gérer, puisque vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez. Donc si jamais il y a beaucoup de questions, on va pouvoir sélectionner. Et pour ceux qui sont un peu moins timides, pour que ça soit un peu plus vivant, je vais essayer de vous faire monter sur scène pour poser votre question en direct. Je crois que maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume et on s'excuse aussi pour ce petit décalage de 30 minutes, mais je laisse Guillaume prendre la parole. Merci à tous. Merci Meryl. Et cool, ça a l'air de marcher. Tout le monde nous met en commentaire que c'est bon, donc super. N'hésitez pas à rebondir. Ravi d'être avec vous ce soir pour ce deuxième live meeting. On a donc initié cette campagne avec toute l'équipe LITA que je salue et que je remercie pour leur engagement à nos côtés depuis 3-4 mois maintenant pour ce beau projet. Et donc ravi de vous raconter la genèse des ateliers du slip et cette levée de fonds citoyenne participative qui est déjà un très beau succès, puisqu'on est déjà au-dessus de 3 millions 100 collectés, presque 2000 contributeurs, donc c'est assez dingue. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour nous, c'est assez dingue, donc on en est très fiers. Si je vous recadre un peu le projet, le contexte, donc moi je m'appelle Guillaume, je suis le président fondateur du Slip français, une marque que j'ai créée il y a 11 ans maintenant. Une marque qui est avant tout une marque B2C, donc dont le métier est de fabriquer des sous-vêtements intégralement en France, tricotage, tissage et confection. Une marque que vous connaissez sûrement, j'espère que vous en êtes client. Cette marque est devenue entreprise à mission au sens de la loi Pacte, pour ceux qui connaissent, début 2020, juste avant le Covid. Pour vous donner quelques chiffres, l'entreprise fait autour de 22 millions de chiffres d'affaires. C'est assez stable depuis 2-3 ans. On a réussi à le maintenir sur cette année 2022. Ça représente 600 000 vêtements fabriqués par an, principalement des sous-vêtements, auprès de 80 partenaires un peu partout en France, 40 fabricants de matières et 40 confectionneurs. Nos deux plus gros fabricants, pour vous illustrer, sont les établissements Le Mailleux à Lille et Éminence, la marque que vous connaissez sûrement en tant que marque, est un de nos plus gros fabricants à côté de Nîmes à Émargues. Donc notre métier, c'est de fabriquer des sous-vêtements et de les vendre principalement sur Internet. Notre site web, c'est 70% de nos ventes. J'espère que vous avez déjà passé commande sur notre site, surtout à Noël. On a 20 boutiques en propre qui sont nos boutiques. Pareil, vous connaissez sûrement. Donc en centre-ville, les plus grandes villes de France, 20 boutiques. Ce sont nos boutiques, nos équipes. Voilà. Et 10% de notre distribution faite chez des revendeurs, chez les autres, donc principalement les grands magasins. Printemps, Bon Marché, Galeries Lafayette. On est 110 salariés, la moitié au siège à Paris et l'autre moitié dans nos 20 boutiques un peu partout en France, comme je vous le disais. Ce métier de marque et de fabrication, on l'a fait grandir pendant 11 ans maintenant. Je vous le disais, on est devenu entreprise à mission au sens de la loi Pacte en début 2020, juste avant le Covid. Et cette mission, on a écrit qu'on voulait réinventer avec panache l'industrie textile française. Donc c'est une belle mission, ambitieuse, à notre image, voilà, pleine de panache et d'envie. Et elle s'est vraiment incarnée d'une façon assez atypique pendant le Covid, puisque je ne sais pas si vous avez suivi un peu notre action à ce moment-là. Globalement, on s'est mobilisé très fortement dans le sujet de la fabrication des masques. Vous l'avez suivi, il y en avait trop, il n'y en avait pas assez. Il a fallu mettre en route une filière française pour fabriquer des masques. Et l'équipe et moi, nous sommes mobilisés auprès des équipes du ministère de l'Économie et des Finances, de Bercy, qui voulaient structurer une filière pour fabriquer ces fameux masques en quantité énorme, dans un délai de temps très court, dans des conditions d'exploitation très dégradées, évidemment, parce qu'au début du Covid, on ne savait pas du tout comment bosser. Et nous, le Slip et moi, on s'est vraiment mobilisés très fortement pour mettre à disposition de Bercy notre savoir-faire digital, une boucle WhatsApp, un fichier Google Sheet pour partager l'info entre les fabricants de matière, les confectionneurs et les demandeurs de masques.
les hôpitaux, les écoles, les centres de grande distribution et tout ça. Et donc, on a constitué de zéro un réseau de 1200 ateliers qui a contribué à la fabrication de 200 millions de masques et de 12 millions de blouses pour les hôpitaux. Et donc, en 2020, quelques semaines après avoir écrit cette mission d'entreprise réinventée avec panache l'industrie textile française, on l'a vraiment fait, on l'a vraiment incarné à travers cette action solidaire et voilà, dans un contexte évidemment très très particulier et qui a été un marqueur fort pour cette industrie. Et du coup, le slip et moi avons pris une posture et un rôle dans la filière voilà, qu'on s'était peut-être pas autorisé à prendre jusque-là, de dire en fait cette filière textile française, on la connaît mieux que personne. On l'a fait travailler, on fait, au-delà de nos 110 emplois en direct, on fait travailler 300 personnes auprès de ces 80 ateliers partenaires. Et là, on a eu accès, on a travaillé avec un réseau élargi de 1200 ateliers textiles dans cette fabrication de masques. Et évidemment, tout de suite, on s'est dit, c'est quoi la suite des masques? Parce qu'on se doutait bien que ça n'allait pas durer éternellement. On sait qu'il y a 700 projets de plans de relance qui ont été déployés dans le territoire, donc le plan de financement du gouvernement français. Donc il y a aujourd'hui une innovation, il y a des ateliers qui sont prêts à aller capter des volumes et relocaliser en France. Et aujourd'hui, on vit un contexte hors norme. Vous tous, dans votre métier, dans votre vie, vous le voyez. L'inflation, évidemment, généralisée, la hausse des prix matières, la hausse de l'énergie, la hausse du coût du transport, le taux de change euro-dollar qui devient complètement immaîtrisable, les délais d'approvisionnement. Donc ça, c'est d'un point de vue économique. D'un point de vue environnemental, on sait que aujourd'hui, les marques doivent de plus en plus afficher la traçabilité des vêtements qu'ils mettent sur le marché, mesurer l'impact carbone, le raconter à ses clients et puis en plus, évidemment, raconter une histoire de fabrication locale, puisque à l'image de ce qui s'est passé dans l'alimentaire, nous tous clients, on a envie de savoir d'où ça vient, pourquoi, comment. Et du coup, aujourd'hui, d'une marque B2C, on a créé une nouvelle activité B2B où en fait, on répond à un retournement de marché qui est qu'aujourd'hui, tous les gens qui mettent des vêtements sur le marché en France, c'est 3 milliards de vêtements en France, que ce soit des gens du vêtement de travail, donc vraiment les vêtements qu'on va mettre sur les épaules des ouvriers en usine, que ce soit des marques de mode, des marques du luxe, des gens qui fabriquent des accessoires ou des gens de la grande distribution, pour ne pas les nommer Auchan, Système U, Carrefour, Leclerc, tous, et vous le voyez dans vos achats, dans vos visites en magasin, tout le monde se dit « je veux relocaliser une partie de ma production en France ». Certains disent c'est 1%, certains 20%. Et si on prend le cas d'usage, aujourd'hui, on est en contact très rapproché avec Auchan. Auchan, dont le directeur général France gère plusieurs centaines de magasins à travers le territoire. Aujourd'hui, ils ont pris la décision stratégique de relocaliser 5% de leurs achats textiles en France à 18 mois. Et la décision stratégique, elle est prise par la direction générale et aujourd'hui, elle est sur le bureau des acheteurs qui ont totalement désappris le vêtement ces 30 dernières années, ils sont partis acheter de plus en plus loin pour de moins en moins cher. Je ne vous raconte pas la délocalisation et la mondialisation, vous connaissez tous le sujet, mais on est parti fabriquer de moins en moins loin, de plus en plus loin pour de moins en moins cher. Et aujourd'hui, on est en train de faire machine arrière par le contexte économique, par les contraintes environnementales et par et traçabilité et par aussi l'envie de raconter une autre histoire aux clients. Et aujourd'hui, nous, le slip français, on vient apporter cette valeur technico-commerciale qui fait qu'un Auchan est capable de travailler avec un petit atelier de terrain qui est une boîte qui a vu 90% de ses confrères mettre la clé sous la porte en 30 ans, puisque dans l'équation de mondialisation et de délocalisation, tous les petits ateliers ont dû s'adapter, réduire leurs coûts, et ils ont perdu le service commercial, prototypage, bureau méthode, pour être capable de répondre commercialement à un client. Et ça, on l'a compris pendant les masques, on a ce savoir-faire, nous, en interne, et du coup, aujourd'hui, on répond par notre offre les ateliers du slip pour aider tous ces donneurs d'ordre à relocaliser effectivement en France. Et si on prend l'exemple d'Auchan, la semaine prochaine, ils viennent nous voir ici au bureau à Paris, on les a déjà vus plusieurs fois chez eux. Ils viennent nous voir avec la direction générale et les acheteurs, et on est en train de travailler sur un sujet de doudoune et de polaire pour leurs équipes en magasin et pour vendre aux clients, de dire que voilà, cette polaire et cette doudoune, elle aura un prix de vente qu'on va essayer de contenir le plus possible dans une contrainte Made in France. Elle aura un équivalent emploi créé et un équivalent impact carbone minimisé, puisque c'est un des éléments clés. La fabrication textile française peut permettre d'économiser jusqu'à 50% de carbone pour un produit équivalent. Si on prend l'exemple d'un t-shirt, et Meryl, on a le slide dans la présentation des ateliers du slip. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Peut-être si tu peux le montrer à l'écran, si tu arrives à le trouver. Désolé, je ne te fais pas un cadeau. Je peux Non, passer mais tu me dis, mais tu peux changer aussi je peux toi-même. changer, ok. Je Ouais. vais y aller. Tu as la petite flèche au milieu. Super. Voilà, pour illustrer. Voilà, en vous le résumant rapidement. À gauche, vous avez un t-shirt made in ailleurs. À droite, vous avez tout à droite un t-shirt full made in France. En fait, vous voyez que en bas, là, il y a une zone commune
qui est l'origine de la fibre, puisque le coton ne pousse pas en France. Donc le coton, il va toujours venir du même endroit, principalement en Asie. Donc on va importer la matière. Elle a un impact carbone qui est le même, quelle que soit la suite des étapes. Mais par contre, derrière, suivant les étapes de tricotage, teinture, tissage éventuel, ennoblissement, confection, déjà, en étant full made in France sur toutes ces étapes, vous allez économiser 10% de transport. Et évidemment, avec le mix décarboné de la France, toutes les étapes d'industrie un peu plus lourdes, teinture, tricotage, qui sont des grosses machines qui nécessitent de l'énergie, vous allez avoir un impact carbone bien meilleur. Donc en gros, ce que ce slide raconte, c'est que potentiellement, vous pouvez économiser jusqu'à 50% d'émissions carbone pour le même produit quand il est fabriqué en France versus fabriqué ailleurs. 10 kilos pour un t-shirt made in ailleurs, 5 kilos pour un t-shirt made in France. Donc évidemment, l'enjeu, c'est de fabriquer moins mais mieux, d'acheter moins, nous tous clients, d'acheter moins de vêtements, mais à choisir, quand on fabrique 100% en France, on arrive à minimiser jusqu'à 50% l'impact carbone. Donc du coup, c'est tout l'enjeu de la pédagogie qu'on doit faire auprès des clients. On doit leur dire oui, ok, le produit va être un peu plus cher, mais il va durer plus longtemps, il va être de qualité, il va avoir un impact environnemental réduit et un impact social bien meilleur, potentiellement même en utilisant évidemment des gens en insertion ou en inclusion pour être privilégiés à ce genre d'emploi qui, encore une fois, sont enracinés dans les territoires et permettent de relocaliser la valeur localement. Donc voilà, en gros, notre thèse, c'est de dire cette relocalisation made in France. Il y a 11 ans, quand j'ai démarré, moi, c'était une histoire que j'avais envie de raconter parce que je trouvais qu'elle avait du sens. J'avais cette intuition du circuit court. Aujourd'hui, par une conjonction toujours plus dingue d'événements mondiaux, ça devient une espèce de thèse macroéconomique de se dire, en fait, économiquement, environnementalement et socialement, c'est une bonne équation pour faire progresser à notre échelle et de se dire que relocaliser, ça permet de concilier beaucoup d'impacts positifs. D'où l'idée de se donner les moyens, puisqu'aujourd'hui, notre réalité, c'est que quand on prend l'exemple d'Auchan, c'est donc la direction générale d'Auchan qui nous contacte sur LinkedIn. On va les voir et aujourd'hui, c'est notre équipe de production du slip qui prend cette demande, qui met au point le produit et qui va gérer toute la production derrière, faire tout le calcul de bilan environnemental et tout ça. Donc, c'est évidemment un énorme boulot avec des vrais enjeux sur des gros volumes, donc on ne peut pas se planter. Et donc, comme il y a une certaine brutalité dans ce revirement de marché, on veut être capable de le faire de façon pérenne et de se donner les moyens de nos ambitions. Et c'est pour ça qu'en mûrissant avec l'ITA, que moi je connais depuis longtemps, je connais leur action depuis longtemps, et depuis longtemps j'avais envie de fédérer une communauté d'investisseurs à nos côtés, parce qu'on sait que c'est aussi des gens qui sont autant de défenseurs de notre démarche et potentiellement d'apporteurs d'affaires aussi. Donc vraiment, on sera ravis que vous nous ameniez des clients, que vous nous aidiez à bien faire le boulot. J'avais l'idée depuis longtemps de fédérer une communauté autour d'un projet. Et là, la naissance de cette branche, de cette jambe B2B chez nous, qui est vraiment une nouvelle activité, me semblait l'occasion idéale pour structurer un investissement à nos côtés, pour nous permettre de nous donner les moyens sur 4 grandes thématiques. La première, c'est les sujets de R&D. Je pense que j'en ai certains dans le slide. Je pourrais vous en parler des heures, peut-être plus en question, mais voilà, j'ai illustré quelques exemples. Le seamless, le chanvre, qui est une fibre absolument magnifique, locale en France, avec un impact carbone super. Faire de la R&D pour être capable d'utiliser plus de chanvre dans les mélanges de matières, c'est un bon exemple. Comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle ce genre de R&D? Donc là, on a besoin un peu de moyens à cette étape-là. Un autre sujet qui est l'upcycling, comment est-ce qu'on arrive à digitaliser le stock de matières premières dormantes sur les ateliers. Et ça, pour ceux qui connaissent les ateliers textiles, il y a des rouleaux de matière partout. Et la démarche la plus durable, avant de relancer des fabrications de matière, c'est d'utiliser du stock dormant. Donc là, il y a un vrai sujet d'organisation et d'outils digitaux pour mettre à disposition de tous ces clients une base de données informatisée, lisible, efficace pour utiliser le stock dormant. Le troisième levier, c'est évidemment nous permettre de faire des embauches plus rapidement sur cette nouvelle activité. Et le quatrième levier, c'est évidemment de pouvoir se positionner sur le BFR. Donc vraiment, quand on prend l'exemple d'Auchan, si on prend, et je l'espère, des dizaines de milliers de pièces à fabriquer, c'est autant d'avance qu'il faut faire parfois à nos fabricants matière, à nos confectionneurs. Et c'est aujourd'hui une charge de BFR financier qu'on n'est pas capable d'absorber à l'existant, d'où l'idée d'aller structurer une campagne participative avec l'ITA, d'aller chercher des gens comme vous, je l'espère, qui vont être sensibles à cette démarche, qui vont rejoindre l'aventure, qui vont être ambassadeurs de notre démarche et qui vont se sentir impliqués dans ce qu'on fait et porter la bonne parole. Et aujourd'hui, du coup, avec l'ITA, on a bien mûri pendant l'été, je pense, dernier, la bonne structure, le bon timing, la bonne histoire, comment bien vous présenter
ce projet. Les équipes Lita ont fait évidemment l'analyse détaillée de notre business plan passé et futur. Et on a abouti à donc ce produit qu'on vous propose aujourd'hui. Je ne sais pas si, Meryl, j'ai moi le droit de l'expliquer ou si c'est toi. Je suis un peu Non, perdu. non, J'ai le t'as bien le droit? droit, J'ai le t'inquiète droit. pas. Je Ok, compléterai si besoin. ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de participer à nos côtés dans une obligation, qui est une obligation sur 5 ans à 7% d'intérêt annuel, qui nous permet vraiment de déployer notre ambition, de structurer dès maintenant et évidemment, comme je vous le disais, d'avoir des gens à nos côtés qui vont nous aider à réaliser ces business plans ambitieux. Et nos indicateurs partagés dans notre dossier Lita sont aussi bien les indicateurs de chiffre d'affaires et d'ambition de commandes à aller chercher que des indicateurs d'emplois créés, puisque à chaque fois qu'on va fabriquer un produit, c'est autant de temps dans les ateliers et donc d'emplois qu'on va permettre de maintenir et de diminution d'impact carbone. Alors, ce n'est pas exactement une diminution, parce que quand on met un produit sur le marché, on va créer du CO2, mais si on remplace un produit made in France par un produit made in ailleurs, on fait une économie de carbone. En tout cas, on a un impact moins mauvais que si on le fabriquait ailleurs, dans une hypothèse où on imagine bien que de toute façon, ces fabricants de vêtements ont besoin de mettre des vêtements dans leur rayon. Donc, on se positionne sur des vêtements d'usage dont les gens ont besoin, sur des produits d'équipement et pas des produits de fast fashion dont on va se débarrasser au bout de quelques semaines. Je crois que j'ai fait un bon premier tour de piste, Meryl. Non, et peut-être je revenir sur un peu la dynamique. Donc, on a lancé ça à l'occasion de notre événement L'usine du futur, dont vous avez peut-être entendu parler au Salon du Made in France en novembre. C'était dingue. Il y avait 100 000 visiteurs et on a fait venir 40 machines, 80 opérateurs et opératrices pour fabriquer devant le grand public les vêtements. Et c'était assez dingue de voir l'engouement. Et donc, on a lancé la campagne le 15 novembre et on est arrivé presque au million d'euros qui était notre plancher pour déclencher la campagne en une semaine ou 10 jours ou 15 jours. Donc très vite, et c'était super. Et on a atteint les 3 millions d'euros là, tout début janvier. Donc c'était l'objectif qu'on se fixait. Et là, l'objectif qu'on se fixe dans les derniers 10 jours, on sait que c'est pas pour ça qu'on fait la campagne, mais on trouverait ça une belle récompense pour notre projet d'arriver à passer le record d'une campagne participative à impact qui est à 3,7 millions. On est à 3,2 millions. Donc si on y arrive, c'est autant d'ambassadeurs et de contributeurs. En tout cas, déjà, le projet est le challenge est plus que relevé. Déjà, à ce stade, on est très heureux et ça va nous permettre de faire plein de belles choses. Mais on est évidemment plus que ravis si on arrive à aller encore un peu plus haut dans ces 12 derniers jours. Et je suis ravi d'en parler un peu plus en détail avec vous ce soir. Ouais. Et peut-être je rajouterais, tu l'as dit peut-être au début, on a plus de 2000 personnes, donc c'est vraiment très participatif et c'est déjà une belle réussite. Et peut-être expliquer aussi pourquoi on a décalé, certains peut-être ont vu la campagne dès novembre et peut-être que vous venez juste d'arriver et d'avoir l'information, mais au 31 décembre, on s'est posé la question avec Guillaume si on décalait ou pas, la campagne et en fait, le choix a été porté, puisqu'on avait à peu près, plus d'1 millier de potentiels investisseurs qui avaient manifesté un intérêt, qui n'avaient pas pu investir. Donc on l'a fait pour eux et vous avez pris la décision de garder le paiement des intérêts, au 31/12. Voilà, c'est aussi un signal fort pour les particuliers. Donc voilà, je pense que, tu as été assez dans le détail sur le produit, donc on peut peut-être déjà passer il y a déjà pas mal de questions, on peut J'ai directement vu, passer ouais. aux questions si ça te va. En plus, il y a pas mal de choses qui sont en lien avec ce que tu as dit. La première question, c'est de Vincent, qui pose la question de rappeler les origines des matières premières et les perspectives, à venir. Mais tu en as pas mal parlé, mais peut-être Je peux repréciser, en dire un mot. Aujourd'hui, ouais. alors il y a le scope, le slip français, nos productions, nos 600 000 sous-vêtements par an, et puis après il y a ce qu'on fait pour les autres. Mais globalement, c'est un peu la même réponse. Aujourd'hui, 95% de nos matières utilisées sont du coton, mélange coton et élastane. Donc là, ça va être différents approvisionnements, mais États-Unis, Égypte, Inde, sur la source du coton. On travaille des matières upcyclées, comme je vous le disais, donc on prend de la matière déjà existante sur étagère, mais c'est 5 ou 10%, ça reste minime. On travaille sur du recyclé. On a abouti à un projet de R&D qui s'appelle Mon Coton pour faire un nouveau fil à partir d'anciens fils. Mais aujourd'hui, il y a une réalité de marché, c'est que quand vous prenez le vêtement au global, l'immense majorité, c'est du coton. Donc là, il y a un vrai enjeu de transformation, d'usage, d'habitude des clients, et c'est pas un petit sujet.
Donc le recyclé, l'upcycling et en parallèle, je vous en parlais, le chanvre et le lin qui sont des matières locales très vertueuses, très bons pour la rotation des sols, avec des propriétés d'usage vraiment cool. Maintenant, le slip 100% chanvre, ça marche pas, le slip 100% lin non plus, donc il faut utiliser des mélanges, donc d'où les idées de R&D dont je vous parlais. Aujourd'hui, ça représente le chanvre et le lin 5% de nos matières. Donc, on a clairement aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel on a le plus de boulot, c'est l'origine des matières, puisque tout le reste est local en France. Aujourd'hui, c'est vraiment l'origine de la fibre qui est l'un des plus gros projets de transformation de l'industrie et donc du slip. J'ai essayé d'inviter Vincent à participer parce qu'il avait une autre question, mais je pense qu'il n'a pas pu se connecter. Là, j'ai essayé d'inviter Paul. En attendant, peut-être prendre la question de Claire si Paul se connecte. La question de Claire, est-ce que les ateliers du slip aident uniquement les grands acteurs ou les PME du marché où vous pouvez aider une entreprise à se lancer, commencer son activité? Alors, très bonne question, Claire. On va se concentrer dans un premier temps plutôt sur les gros clients parce que nous, ce qui va nous manquer, c'est le temps et les ressources. Mais on est tout à fait ouvert à aider des plus petites boîtes. Pour crédibiliser un peu et être sûr qu'on s'adresse à des gens sérieux, on a mis un premier palier qui me semble tout à fait raisonnable de 500 € d'études de faisabilité. Voilà, quand une petite marque nous écrit, nous on dit hyper partant pour bosser avec vous. On a un forfait étude de faisabilité de 45 minutes d'échange et c'est 500 € de ticket d'entrée. Ça peut paraître un peu excluant, mais nous, ça nous permet de faire le tri entre les gens vraiment motivés et les autres. Et c'est vrai que si vous nous rejoignez, je pense que vous serez d'accord il vaut mieux que dans un temps 1, on passe du temps sur les gros clients qui font du chiffre d'affaires, qui font de l'impact à grande échelle. Et aujourd'hui, ce qui est limitant, c'est le temps et les ressources. Donc, on doit forcément prioriser. Et ça veut dire, dire non, c'est renoncer malheureusement. Alors du coup, je pense que ce soir, on a pas mal de gens, soit qui peuvent pas monter sur scène ou un petit peu timides. Et je trouvais que c'était important de nous faire monter Paul puisque sa question a été largement plébiscitée, mais je vais quand même du coup me permettre de la poser. C'est du coup, quel est l'intérêt pour vous d'emprunter auprès de particuliers à un taux très élevé vs un prêt bancaire? Tu as un petit peu listé tout à l'heure pourquoi vous êtes venu chez Lita, mais peut-être pas comparativement à ce que tu peux trouver sur Ouais. le marché. Il y a deux réponses. Il y a une réponse communautaire. Je pense que Meryl le rappelait, on va avoir plus de 2000 contributeurs particuliers pour la plupart qui vont avoir mis un minimum de 100 € dans notre démarche. Et la première chose qu'on va faire une fois qu'on aura clôturé la campagne, ça sera de faire un appel à la contribution, de dire parmi ces 2000, qui autour de vous peut être client, prospect de notre démarche et utilise du textile en étant très didactique en disant voilà les différents usages textiles, voilà nos savoir-faire dans vos rencontres, vos dîners, vos jobs. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pensez à des gens? Et ça, je pense que quand on prend un emprunt à la Société Générale, c'est un peu moins structurant comme approche. Donc ça, moi, je sais que c'est un réservoir d'ambassadeurs et de clients d'apporteurs d'affaires B2B et aussi de clients B2C chez nous pour le ski français. Donc depuis le début, depuis longtemps, j'ai envie de faire une belle campagne de participatif parce que je sais le poids de la communauté derrière. Et puis après, d'un point de vue pur produit bancaire, aujourd'hui, une obligation avec 2 ans et demi, c'est ça, mais je dis pas de bêtises, de différé de remboursement, parce que je sais que sur les semestres, on avait bougé à tout dernier minute. 3 ans et demi. 3 ans et demi, encore mieux. 3 ans et demi de différé de remboursement sur un montant important. Et oui, ok, c'est 7%, mais je pense qu'aujourd'hui, le produit qu'on écrit ensemble n'existe pas dans le système bancaire classique avec un tel différé de remboursement. Et s'il existe, en fait, il n'est pas beaucoup plus cher que le 7% chez Lita. Non pas que Lita fasse mal son travail, mais que je pense que pour avoir vu d'autres prêts, des prêts classiques bancaires avec moins de différé de remboursement vont être à 4,5 ou 5% aujourd'hui. Pareil, je parle sous contrôle, Meryl, mais je pense que c'est à peu près le terrain de jeu. Donc en fait, c'est un peu plus cher, certes, mais il y a une flexibilité sur le produit bancaire et il y a l'argument massu qui est l'impact communautaire autour de ça. Et je rajouterais le fait que c'est complémentaire aussi. Et effectivement, les produits s'imbriquent plutôt bien avec des modalités de remboursement complémentaires. Et généralement, on est plutôt sur du co-investissement. Il y a souvent dans l'équation, dans les levées de fonds, du prêt bancaire, de l'endettement auprès des banques. Et donc, on vient plutôt aussi proposer une diversité de financement
et puis cette volonté de communauté qui est très, très importante, surtout sur des entreprises en B2C, où ça permet aussi d'intégrer la communauté. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas du tout faire avec Ah, un financement classique. ok. Bon, je crois que ce soir, j'ai pas de chance. Du coup, ça va se faire sur du volontariat pour ceux qui veulent monter sur scène. Sinon, on va pouvoir enchaîner avec la prochaine question, qui est celle de Isabelle. Quelle valeur ajoutée apportez-vous en B2B? Comment allez-vous vous rémunérer? Alors, la valeur ajoutée, elle est à différents niveaux. Aujourd'hui, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, dans la filière textile française, il y avait 700 000 emplois dans les années 90, il y en a 100 000 aujourd'hui. Donc, on a perdu 80 à 85% des emplois textiles en France. Ce qu'on a fait partir en premier, c'est toute la couche technico-commerciale. Si je décris ce que ça veut dire, aujourd'hui, Auchan, si on prend cet exemple, nous demande de faire une polaire. Cette polaire, nous, on les accompagne pour mettre au point le produit. Est-ce qu'elle a une poche, deux poches? Est-ce qu'elle vaut 59 euros, 69 euros? Quel est son packaging? Quel est son bilan carbone? Quelle est sa traçabilité? Dans quel atelier on peut la mettre pour la sortir dans tel délai? Quelle structuration logistique, cahier des charges, contrôle qualité, on est capable de mettre autour? Comment est-ce qu'on finance ça aujourd'hui? La réalité du paysage textile français sont des petits ateliers de moins de 50 personnes qui ont, dans le meilleur des cas, un commercial qui n'a pas accès au champ en direct ou qui va avoir un des acheteurs, qui n'aura pas la vision stratégique qu'on peut amener, qui n'aura pas la capacité à raconter le projet potentiellement dans une émission de télé ou de se dire OK, il faut donner de la résonance. Moi, j'adore la démarche d'un C'est qui le patron, par exemple, qui permet de donner de la force et du contenu à une démarche. Aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'on a compris par les masques, c'est que la filière textile française, elle est là, elle est résiliente, elle a perdu beaucoup, mais elle ne demande pas grand-chose pour repartir. Mais par contre, elle a vraiment perdu sa capacité à commercialiser et à proposer le bon produit au bon prix, dans le bon timing et dans le bon niveau de qualité. Et ça, aujourd'hui, personne ne sait bien le faire en France. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Et nous, c'est notre savoir-faire, donc c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on apporte. Si on prend le cas d'Auchan, cette fameuse doudoune, en bossant avec nous, ils sont capables de l'implanter en septembre dans des quantités industrielles dans leur magasin. Sans nous, ils partent pour un tour de France des ateliers en TGV et je pense qu'ils ont leur doudoune fin 2024. Donc, l'équation pour eux, c'est un service et ce service, on se rémunère en prenant une commission, une marge sur ce flux. Et cette marge-là, si on fait bien notre métier, elle ne rend pas plus cher le produit, puisqu'on arrive à positionner le bon produit au bon positionnement, dans le bon atelier au bon moment, et on arrive à potentiellement aussi mutualiser des volumes. Et normalement, si on fait bien notre boulot, la marge qu'on prend, puisqu'on travaille, et c'est bien normal, et il faut rentabiliser notre temps et notre énergie, normalement, la marge qu'on prend au passage ne bloque pas l'opération et au contraire permet d'industrialiser le produit. Et pour répondre à la question qui vient un peu avec ça, on essaye un maximum d'écrire des contrats pluriannuels, puisque la question que j'imagine va avec Isabelle, c'est une fois qu'on a fait une commande, qu'est-ce qui fait qu'Auchan ne passerait pas en direct avec les ateliers? On écrit des contrats pluriannuels, on apporte un niveau de service et potentiellement même de communication, de marketing autour qui fait que il y a quand même une relation de confiance qui se crée. Et puis dans la plupart des cas, l'atelier en question travaille déjà pour nous à hauteur de 30% de son chiffre d'affaires. Donc bien sûr, il est content d'avoir un nouveau client, mais il n'aurait pas tellement intérêt, et c'est peut-être la meilleure réponse à venir prendre le travail en direct, puisqu'on normalement on fait gagner du temps et de la valeur ajoutée à tout le monde, si on fait bien notre métier. Merci beaucoup pour ces précisions-là aussi. Du coup, il y a une nouvelle question de Vincent qui est en lien avec sa première. Le coton en Asie, certes, et en Afrique, point d'interrogation. Aussi et surtout, quid des autres matières premières, lin, chanvre, etc. Même si tu as beaucoup parlé aussi du chanvre. Je pense que autre matière première, le coton, Afrique aussi, il y a du coton malien qu'on peut avoir par occasion. Les autres matières premières, j'en parlais, le lin, le chanvre, on l'essaye. Aujourd'hui, ça reste minoritaire. Le coton est encore la grosse matière utilisée. C'est le gros point à bosser.
Et nous, on imagine utiliser vraiment des mélanges pour introduire au fur et à mesure le lin, le chanvre au fur et à mesure de notre R&D pour faire des produits qui sont confortables, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et on en a dans notre gamme, vous pouvez les essayer, j'en serais ravi. On a des mélanges lin-chanvre, des mélanges lin-coton et des mélanges chanvre-coton. Et c'est vrai que voilà, ça reste des produits pour des gens qui sont sensibles à ce sujet, qui le regardent et monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, si on leur met le comparatif des deux produits, ils vont voir la différence et ils ont peut-être du mal à passer de l'un à l'autre. Donc, on est assez dans l'expérimental et je pense qu'il faut pas être trop en avance et proposer un produit qui sort de l'usage marché parce que sinon on se met en danger. Et la question prochaine de Franck, qui est plutôt liée à une question marketing. Est-ce que le changement de logo est-il une réussite? Alors, je réponds en même temps avec une autre question que j'ai vue après de Vincent qui dit qu'il voit fleurir des pubs Facebook, pas mal de marques qui essaient de copier le concept du slip. Avez-vous quelques propositions sur le visuel ou l'utilisation un peu du blanc-bleu-rouge historique? Ouais. C'est un peu la même question et effectivement, le changement de logo est une réussite au sens où en vrai, nos clients ne voient pas vraiment la différence, pour tout vous dire. Ça arrive en boutique que les gens nous disent qu'ils n'avaient pas vu. C'est toujours des sujets qui font parler sur les réseaux sociaux hein, et tant mieux, ça veut dire on intéresse les gens. Moi, le changement de logo, au bout de 10 ans, une marque qui change de logo tous les 10 ans, ça ne me semble pas déraisonnable. Je pense que l'envie, l'intention était de sortir de quelque chose d'un peu enfermant, à la fois le bleu, blanc, rouge et à la fois le petit slip. Où aujourd'hui, je pense que là, voilà, en passant un peu de temps ensemble, vous vous rendez compte que la mission de l'entreprise et l'ambition est beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieuse, et tant mieux. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire des blagues drôles et de faire des jolies photos en slip, mais moi, je me sentais un peu à l'étroit dans cette représentation, dans ce logo. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Hein. On a des produits équipe de France avec un gros bleu, blanc, rouge, avec certains logos. On l'utilisera au cas par cas, mais je ressentais le besoin au bout de 10 ans de renouveler et de prendre un coup d'avance effectivement sur toutes les marques qui, et tant mieux, on a créé des vocations, mais aujourd'hui, le matelas, le biberon, le chocolat, le pull, le sommier, la chèvre, le bambou, tout ce que vous voulez, français avec une cocarde existe. Et moi, j'ai l'ambition de plutôt avoir un coup d'avance sur le reste. Et voilà, d'où l'explication justement de logo qui a pas d'impact commercial auprès de nos clients. Du coup, c'est bon pour la question sur la Coupe du Monde, où tu voulais peut-être… Et pardon, juste pour finir, la meilleure preuve de ça, c'est vraiment qu'on maintient notre chiffre d'affaires entre 2022 et 2021. On a changé le logo tout début d'année, janvier 22. Et on est en train de clôturer nos comptes, mais on finit à 21,5 millions de chiffre d'affaires, donc sensiblement le même chiffre que l'année dernière. Donc pas d'impact à ce niveau-là. En fait, j'ai confondu les questions. Je suis passée directement à la Coupe du monde de rugby, mais en fait, c'était bon pour la question de Vincent sur la pub Facebook. Et du coup, on peut passer, si c'est pour toi, sur la question d'Emmanuel sur quelle perspective pour le slip avec la Coupe du monde de rugby et les JO? Là, c'est pour le coup pour le scope B2C, donc ça concerne moins directement les ateliers du slip. Mais là, on s'est positionné sur les licences officielles de ces deux événements. Donc sur la Coupe du monde de rugby qui est en France en septembre de cette année, on a pris la licence 15 de France et la licence France Rugby. Donc ça nous permet de développer des gammes spécifiques sur cet événement et qu'on va déployer avec une collection sport. Donc on a travaillé sur des sous-vêtements vraiment de sport avec des performances techniques. Et ça, on va les déployer dans des réseaux de distribution dédiés, Sport 2000 et le groupe Intersport qui a une gamme de magasins qui s'appelle Black Store, pour ceux qui connaissent, qui sont donc le positionnement un peu plus haut de gamme d'Intersport. Et ça nous permet d'aller chercher une diffusion assez large de produits made in France auprès de clients, demandeurs qu'on ne touchait pas aujourd'hui. Donc ça, on pense que ça va vraiment avoir de l'impact. Et les Jeux Olympiques derrière, Paris 2024, on a la licence Paris 2024. Donc aujourd'hui, dans le programme, il y a une marque qui s'appelle Équipe de France avec les anneaux olympiques que vous trouvez déjà aujourd'hui sur notre site et qui a déjà fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires seulement sur le mois de décembre dernier. Donc on est très content de ce lancement et il y a vraiment une pertinence pour nous de se positionner en tant qu'acteur RSE engagé local sur ces deux événements majeurs du sport français et même de la France au global, parce que voilà, c'est deux événements qui vont être complètement dingue. Et la Coupe du Monde dans une première mesure et Paris 24, ça va être complètement extraordinaire. Donc assez enthousiasmant de voir ces deux événements arriver. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris 24, je crois que c'est 232 magasins éphémères qui vont être montés en France entre les lieux de stade, les aéroports,
les gares, voilà, et les pop-up centre-ville. C'est 232 magasins qui vont être créés pour l'occasion, dans lesquels on aura nos produits distribués. Donc, ça va être un coup de pub, de commercial, de com dingue dans un événement qui coche toutes les cases sur le sport, sur les valeurs, sur les Jeux paralympiques. Enfin, voilà, ça va être un grand moment. Et ça arrive vite. Et ça arrive vite. Ouais. Yes. Alors, on va prendre une dernière question avant que. Il y a pas mal de questions qui sont posées sur les conditions, la gestion après de l'investissement, le suivi qui est fait. Donc, on prend peut-être une dernière question avant d'aborder cette thématique un peu plus large, parce que je vois que c'est assez plébiscité. Du coup, c'est la question de Louisa. Quel système ERP, entreprise ressources planning, pour gérer la supply chain et du coup, la chaîne d'approvisionnement en français? Alors attends, ouais, ok, super. Aujourd'hui, nous, on utilise un outil qui s'appelle Prios, qui est un outil dont on est plutôt satisfait, qu'on utilise sur le scope B2C et qu'on utilisera pour notre scope B2B aussi. On l'a installé depuis 3 ans maintenant, je dirais. Comme tout ERP, on est content de certaines choses et moins content que d'autres. Donc voilà, on est plutôt satisfait de cet outil à ce stade et tout à fait preneur si vous avez des recommandations sur celui-ci ou sur un autre. Top. Du coup, j'étais en train de remonter un peu toutes les questions. Donc, on a une question de Nicolas qui a du mal à comprendre le produit avec le remboursement, etc. Donc, je vais vous présenter ça. J'ai aussi une question par rapport au suivi qui est fait après et par rapport aux défauts potentiels. Donc, peut-être regrouper un petit peu ces questions schématiquement. Je me permets, Guillaume, mais Bien peut-être sûr, que bien sûr. tu compléteras. Mais en gros, là, vous allez investir une somme si vous souhaitez poursuivre et investir. Donc, c'est du capital investi et tous les semestres, donc à partir du 30 juin 2000, dès le 30 juin 2023, donc à peine bientôt dans 5 mois, vous allez recevoir votre première échéance qui correspond, comme c'est semestriel, à la moitié de 7%. Et ça va se décomposer en 2 fois. Donc, vous allez recevoir 3,5% brut de votre somme investie le 30 juin et la même chose le 31 décembre 2023. Et jusqu'à 3 ans et demi. Et à partir de la troisième année et demie, vous allez aussi, en plus de l'intérêt reçu, avoir vos premiers remboursements de capital semestriellement. Donc, au bout de 3 ans et demi, vous allez avoir le versement de vos intérêts et juste après, vous allez recevoir un quart de votre capital investi. Si vous investissez 1 000 €, ça sera 250 € qui vous seront remboursés après. Et après, le calcul de l'intérêt, il sera sur le capital restant. Vous avez un échéancier qui est disponible quand vous investissez ou aussi après aussi dans le dossier d'investissement, vous avez qui est assez complet. Normalement, vous avez l'échéancier et ou aussi dans le document d'information réglementaire. Donc, vous pouvez le retrouver. Mais sinon, vous pouvez parler sur le chat directement sur l'ITA, puis on vous l'enverra si vous ne le trouvez pas. Ensuite, ce qui pourrait amener à un défaut, peut-être que Guillaume, dans ses prévisions, peut prévoir parfois le pire, mais on le voit dans un milieu incertain, la hausse des prix d'énergie. Aujourd'hui, le monde industriel a des grosses difficultés et on le voit arriver et on le savait aussi avec la crise Covid qu'il y aurait beaucoup de défaillances en 2022 et 2023. Donc, un prix d'énergie qui fait du x10, un Covid, il y a plein de raisons qui pourraient faire que cette activité qui semble avoir un très bel avenir puisse avoir des difficultés à un moment donné. Donc, il y a un risque de non-paiement des intérêts ou le premier risque, c'est peut-être du report déjà des intérêts si l'entreprise le demande par rapport à des difficultés financières. Mais oui, effectivement, il y a un risque qui existe, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, il y a des négociations qui sont possibles. En tant que créancier, on peut négocier avec l'entreprise et une assemblée générale de la masse obligataire sera organisée pour décider collectivement et ce sera géré par l'ITA qui ne fait pas juste lever des fonds, mais nous, on s'occupe aussi du suivi après derrière. Donc, répondre à vos questions. Avec le CIP français, vous envoyez les reportings pour avoir un suivi de l'activité de l'entreprise. Organiser, si besoin, du coup, mais ça, on ne le souhaite pas, les négociations liées au report potentiellement d'une échéance. On gère pour vous le versement des intérêts, on vous les verse net, on déclare les impôts pour vous. Voilà, il y a tout un service derrière qui sera organisé et en fait, c'est un peu notre métier. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'intermédiaires pour faire du financement participatif. C'est à la fois pour avoir l'agrément parce il faut être certifié par l'autorité des marchés financiers, mais il y a aussi tout un savoir-faire derrière et on est là pour ça.
Je ne sais pas si ça répond à la plupart de vos questions en tout cas. Et peut-être, Guillaume, je pense que vous allez aussi avoir une réflexion plus largement. On a commencé à en parler sur l'animation de la communauté plus tard. Une fois que ça sera financé, il y a une vraie réflexion sur comment animer cette communauté de souscripteurs. Et peut-être, je ne sais pas si tu veux en dire deux, trois mots, mais de toute façon, ça sera présenté lors de la clôture de l'opération. Ouais, exactement. Et nous, on est vraiment entreprise B2C dans l'âme, hein. Donc, nous, notre métier, c'est d'animer une communauté déjà existante de 600 000 clients. Et les ambassadeurs et contributeurs Lita seront les premiers, nos premiers ambassadeurs à qui on transmettra toutes nos infos, à qui on demandera de participer aussi bien en apporteur d'affaires B2B qu'en client B2C pour tester en avant-première nos produits, vous inviter à des visites d'usine. On est en train de travailler sur un bel événement pour le début du mois d'avril avec une grosse visite industrielle, un peu d'un nouveau genre. Et ça, on est en train de réfléchir à un partenariat avec des compagnies de bus et pour organiser un vrai beau truc dans une de nos usines. On aura pas mal de choses pour se rencontrer, pour échanger et donner du sens à cette démarche collective. Et peut-être pour s'aligner un petit peu avec ce qu'on vient de dire sur les risques, il y a une question de Benjamin qui demande quels sont les risques que vous avez identifiés dans cette offre de service, en plus d'un Covid, de Ouais, problèmes nous, le risque, c'est un risque dans la contractualisation commerciale. Si on livre en retard avec des pénalités importantes, un risque de qualité, qui sont des risques opérationnels. Donc ça, on connaît déjà, hein. On travaille avec les gars Lafayette, ce genre de personnes. Donc à nous de bien opérer, de bien livrer. Et je pense qu'on a la chance quand même d'être sur des contrats assez particuliers qui remontent, comme vous l'avez compris, au plus haut niveau des boîtes clientes. Donc, je pense qu'on arriverait à débugger si jamais on livre en retard, si jamais on n'exploite pas bien, ce qui arrive dans toute entreprise, hein. Donc, il y a ce risque-là. Meryl en parlait, mais le risque conjoncturel, hausse de l'énergie, de maintenir des prix, ça c'est une vraie réalité. Et puis après, à plus moyen terme, j'en parlais aussi tout à l'heure, le risque de se faire court-circuiter, c'est-à-dire de mettre en place, faire tout le développement produit, mettre en place un atelier sur une typologie de produit et puis de se faire court-circuiter. Donc là, à nous d'être bons, d'avoir toujours un coup d'avance dans l'innovation, dans le service client, d'écrire bien des contrats pluriannuels, de nourrir la relation aussi bien avec le client donneur d'ordre qu'avec l'atelier. C'est un peu les différents risques identifiés qu'on a bien en tête quand on démarre, quand on contractualise avec nos clients et quand on démarre les prods. Merci beaucoup, Guillaume. Et aussi, vous pouvez retrouver les risques identifiés par l'ITA sur le dossier d'investissement ou même sur la fiche projet, où on a un petit peu plutôt donné des risques liés à l'activité principale en dehors des ateliers du slip. Et pour les ateliers du slip, de toute façon, c'est un nouveau projet. Donc, c'est un risque inhérent au lancement d'une nouvelle offre pour une entreprise. Mais vous pouvez retrouver en tout cas le détail de cette analyse par l'ITA, du coup, qui a une vision aussi financière qui peut vous apporter quelques éléments complémentaires. Du coup, je reprends le fil des questions. Je crois que je me suis un peu perdue parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de questions. On peut retrouver avec la question de Didier, quid de la fin de vie de vos vêtements si vous travaillez surtout avec des mélanges? Là, Didier est connaisseur. Effectivement, quand on mélange les fibres, le recyclage est plus compliqué puisque le recyclage il est efficace quand il est monomatière. Nous, on a réussi à faire sur le projet Mon Coton de R&D, on arrive à recycler du coton élastane. Donc, on arrive à trouver des solutions en mélange. Donc, ça, c'est un vrai bon plus. Aujourd'hui, sur les mélanges que je vous évoquais, chanvre, coton et lin coton, aujourd'hui, c'est à peine 5% de nos appros sur ces deux mélanges. Donc, on n'a pas de vraie bonne solution de fin de vie à ce stade. Donc question ouverte et encore une fois, un des gros sujets de R&D pour lesquels on mobilisera une partie des financements de cette collecte sur ces sujets de matière et de fin de vie, évidemment, dès le départ. Et on fait des collectes en magasin à Mon Coton, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a des bornes où vous pouvez mettre vos anciens sous-vêtements, vêtements, chaussettes pour qu'on les recycle. Du coup, on a une question de Yann qu'on a déjà eu au premier live meeting et qu'on a eu, je pense, sur la fiche projet où tu avais donné des bons éléments de réponse. C'est sur la filiale au Delaware. Ouais. Et on en a une autre à Hong Kong. En fait, en 2015, on a tout de suite voulu faire un développement international. Donc, on a opéré à Hong Kong une boutique en propre, 2, même 3 magasins éphémères.
Et aux États-Unis, on a fait un projet que vous pouvez retrouver sur Kickstarter. Vous connaissez sûrement la plateforme. Je fais de la pub, pardon, Meryl, pour une plateforme concurrente, mais quelque part. Mais on a fait un projet sur Kickstarter. On a collecté $40 000 à l'époque en 2015. Et on avait du coup porté un projet assez décalé qui s'appelle le Very Love Trip. Vous pourrez voir ça, où j'ai porté un mannequin en plastique à travers les États-Unis pour vendre des slips. C'était très rigolo. Et à la fin, à Los Angeles, il y avait un pop-up store. Donc, il nous fallait une entité commerciale aux États-Unis pour encaisser et opérer là-bas. Au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on faisait 100% de croissance sur Internet en France et que c'était compliqué de gérer et Hong Kong et les États-Unis et une stratégie ambitieuse de croissance web en France. Et du coup, on a un peu plié les Gaules sur le développement international en 2015. Pour l'instant, on n'a pas reposé de strat de développement international sur le ski français. À voir si ça arrive dans un temps 2, temps 3. C'est pas au menu pour l'instant, c'est pas dans le BP. Mais on a gardé ces quelques filiales, donc une à Hong Kong, Maison France, et une autre au Delaware, qui est le ski français US, qu'on a gardé en sommeil. Et vu le moyen terme qu'on met sur l'international, on se demande mais si on ne va pas les fermer, puisque c'est un petit peu de coût de les maintenir, mais c'est un peu de coût de les ouvrir aussi. Donc voilà, en tout cas, c'était les bases juridiques d'un développement international qui a eu du chiffre d'affaires. On a fait quelques centaines de milliers de chiffre d'affaires sur chacun des deux pays. Les États-Unis sont aujourd'hui toujours notre premier pays international, bizarrement, sur le site. Il n'y a pas de strat, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens, mais on a des Américains qui commandent chez nous et voilà, on est très pragmatique. Mais voilà l'histoire de cette filiale au Delaware qui a vraiment porté un développement commercial. Et voilà, et pour le coup, on a 2 fonds d'investissement au capital, un commissaire au compte KPMG, et on est bien verrouillé de ce côté-là, et l'équipe Siglita s'en est assurée. Que vous payez bien vos impôts en France, si c'est la question de Yann. L'argent est. Alors, on peut jamais 100% flécher les levées de fonds, mais elles sont fléchées notamment aussi avec la prime d'impact. Il y a une question au-dessus sur la prime d'impact, comment elle est calculée. Peut-être qu'on peut tout de suite répondre à cette question-là. En gros, dans les conditions d'investissement, on a ajouté une prime d'impact qui est un produit un petit peu nouveau, qui en fait est une pénalité pour l'entreprise si elle ne respecte pas une condition, un de ses engagements d'impact. Donc là, c'est sur le nombre d'emplois créés. Donc les conditions de cette prime d'impact, elles sont résumées dans le contrat qui vous est à disposition sur le site. Et donc ça permet aussi de se dire que l'objectif de l'entreprise, elle est aussi de mener à bien la mission pour laquelle on lève des fonds pour elle, avec cette petite pénalité aussi. C'est un petit moyen qu'on a trouvé aussi et qui permet de rassurer sur la mission sociale de l'entreprise quand vous investissez sur l'ITA. Donc je ne sais pas si ça peut répondre aussi à votre inquiétude qui a été relevé par Yann. Ensuite, on peut enchaîner avec une question de Olivier. Pourquoi vous avez changé de packaging pour les coffrets dans lesquels les slips sont vendus et opté pour des packaging moins qualitatifs? C'est une question de client. Ouais, c'est bien, et il en faut. Sur le packaging, globalement, on avait en premier retour que nos clients fidèles trouvaient qu'on avait trop de packaging. Cette fameuse boîte bleue que vous connaissez si vous êtes client historique chez nous, je vous en remercie. Le premier retour client qu'on avait, c'était important, c'était 40% des clients qui nous disent « Je suis client chez vous, je ne sais plus quoi faire de vos boîtes, c'est pas écologique si vous transportez de l'air et vous fabriquez pour rien ». Donc, on a trouvé des packaging qu'on a réadaptés, qu'on a voulu plus légers. Je pense que le côté cadeau reste important, et c'est tout l'enjeu de notre époque, c'est de trouver qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui reste important en termes de commercialité. Et je pense que pour Noël prochain, on aura des coffrets qui reviennent à un peu plus de commercialité, et ça reste important de faire des beaux coffrets cadeaux. Donc nous tous, on est tous un peu schizophrènes à vouloir plus d'impact et en même temps vouloir des beaux cadeaux pour Noël. Donc voilà, c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'on expédie 200 000 commandes par an et qu'on a enlevé les boîtes de 200 000 commandes. Donc, en termes d'impact, c'était très positif. Maintenant, effectivement, dans certains cas, à nous de proposer, quand les gens le demandent sur le site, et une boîte cadeau adaptée. Donc, voilà, on est en train de travailler cette question pour ce premier semestre, de pouvoir faire les deux au choix sur le site et en boutique. On a plein de questions qui tombent. On va essayer de toutes y répondre, mais si jamais on n'y arrive pas, moi je pourrais vous y répondre par écrit à l'issue du live. Du coup, il y a une question de Alexandre, encore un client qui est étonné de voir que vous faites des soldes
sur votre site ou sur VP alors que vous preniez une mode responsable. C'est vrai qu'il y a le débat sur les soldes dans le Ouais. secteur. Ouais. Bah, Alexandre, moi, mon but, c'est de faire très peu de discount et pas de solde. On a un taux de discount, donc ça veut dire le pourcentage de décote qu'on fait sur nos produits qui va être autour de 10-12% à l'année. Les marques traditionnelles sont autour de 40%. Donc, on fait très peu de soldes et très peu de décote. Maintenant, on vit dans un monde où la prévision de fabrication, même si on est en circuit court, même si on réapprovisionne facilement et rapidement, après Covid, guerre en Ukraine, hausse des prix, fermeture, ouverture des boutiques, depuis 2 ans, je vous avoue que c'est très, très compliqué de prévoir la bonne quantité de vêtements. Et même si, encore une fois, on a des ateliers réactifs en France, on a beaucoup moins de stocks engagés. Il reste on fait des commandes pour Noël. On parlait de coffrets dédiés Noël. On a des choses dans des temps d'animation commerciaux importants. On fait des opérations fête des pères. On vend, quand la météo, quand on n'a pas un seul jour en dessous de 5 degrés dans l'hiver, on vend moins de pulls et on vend moins de robes de chambre. Et aujourd'hui, notre réalité, c'est qu'on fabrique tout en France. On a 2 fois moins de marge que le reste du métier. Donc, quand j'ai vendu 30% de pulls de moins que ce que j'imaginais, je ne peux pas me permettre financièrement de les garder en stock jusqu'à l'année d'après. Parce que malheureusement, on n'a pas vendu beaucoup de pulls avant le petit coup de froid de décembre et le coup de froid qu'il y a en ce moment. Mais on a mal anticipé la trajectoire météo. Et ça, derrière, quand on fait x6 de marge ou x7 de marge, une boîte classique, on peut se permettre peut-être soit de faire plus de soldes, soit de garder ce stock. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'équilibrer et de gérer le cash de l'entreprise. Donc malheureusement, c'est un peu une réalité quand on atteint une certaine taille. Et je pense que Veja fait des soldes, Patagonia fait des soldes. Et je pense que quand les boîtes atteignent une certaine taille, ça devient très compliqué de ne pas en faire. Mais je suis le premier je suis 100% d'accord avec votre question et c'est mon but de ne pas en faire. Pas de Black Friday. Pas de Black Friday, non. Voilà, peut-être que. Non, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a Ouais. aucune production dédiée pour des soldes ou pour des opérations commerciales discount, ça c'est certain. Et encore une fois, le taux de discount à l'année, il est autour de 10-12%. Il est 2 à 3 fois inférieur aux pratiques marché. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'en ai sélectionné 3. Enfin, j'en ai regroupé. Il y en a certaines qui se recoupent. Sinon, on va finir un petit peu tard. Donc, du coup, la première, c'est est-ce que tu serais capable de donner un premier atterrissage ou c'est un peu trop tôt pour 2022? C'est un peu tôt. J'ai un atterrissage de chiffre d'affaires qui est au-dessus de 21 millions d'euros. Donc ça, c'est chouette. On est vraiment content. On est à peu près en ligne avec ce qu'on avait dans le budget. Donc ça, c'est chouette dans un contexte musclé. Mais j'ai pas encore, et on commence à bosser avec les commissaires aux comptes, j'ai pas encore d'atterrissage EBITDA résultat net. Dans un contexte musclé, hein, on l'a dit, sur les appros, sur l'énergie, c'est sûr qu'en termes de marge, ça secoue sur fin d'année et je pense que ça va secouer sur début d'année. Donc, je ne l'ai pas encore. Je pense dans les prochaines semaines, on aura ça. Il y avait une question là-dessus en rapport avec l'énergie. Comment vous peut-être détailler un petit peu comment vous le vivez, vous, s'il y a eu des négociations avec vos fournisseurs d'énergie. Enfin, peut-être que ça, on en parle beaucoup là en ce moment dans l'industrie et ça secoue pas mal le secteur. Ouais, alors nous, directement, le ski français, on est assez peu impacté dans nos coûts directs, puisque notre énergie, c'est l'énergie de nos boutiques et l'énergie de notre siège. Donc c'est assez peu impactant. Par contre, c'est très impactant sur les gros industriels amont de la filière, donc tisseurs, tricoteurs, ennoblisseurs, donc tous ceux qui ont vraiment des grosses machines à faire tourner. Et ceux qui sont le plus impactés sont ceux qui ont finalement les machines les plus automatisées, et les produits à moins de valeur ajoutée. Donc par exemple les chaussettes. Les chaussettes, c'est vraiment très préoccupant, puisque dans une chaussette, c'est beaucoup, pour ceux qui ont visité une usine de chaussettes, c'est du tricotage sur une machine automatisée. Et c'est vrai que là, c'est que du temps machine. Donc, quand la machine, l'énergie passe de 10 à 30 points du PNL, ça marche plus, quoi. Donc là, on a pris des hausses importantes de prix d'achat et des hausses régulières dans les dernières semaines de l'année sur ces appros-là. Et pour l'instant, on n'a pas répercuté sur notre prix de vente parce qu'on est déjà sur un niveau de prix de vente qui est important, quoi. On est entre 12 et 20 euros la paire de chaussettes, ce qui est déjà 3-4 fois le prix de ce qu'on peut trouver chez Uniqlo. Donc
Donc, on a une réalité de marché qui n'est pas évidente. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de l'atterrissage résultat net de 2022 et de la suite. Là, c'est sûr que la crise énergétique, elle est pas facile. Je pense que ça va plutôt à se calmer. On voit que le prix du gaz redescend et que les appros sont un peu plus faciles en ce tout début d'année 2023. Donc, on espère que le plus dur est derrière nous. Merci Guillaume, avec toujours beaucoup de transparence. Il y a beaucoup de personnes là qui soulignent ça, c'est appréciable. Une question qui est essentielle et 2 personnes ont relevé ça. Ils disent que quid de si tu t'en vas, quelle est l'équipe derrière, quels sont peut-être la question sous-jacente, les éléments forts aujourd'hui sur lesquels tu peux compter ou qui en tout cas qui font tourner l'entreprise. Oui, alors aujourd'hui, je m'appuie sur un directeur général sur le scope B2C qui s'appelle Foucault, qui était directeur financier et directeur de l'offre du slip, que j'ai nommé justement dans dans cette nouvelle dynamique que j'ai nommé directeur général au mois d'octobre. Voilà, donc il connaît parfaitement la boîte et c'est un profil top. Faut pas lui dire, mais de tous les gens que j'ai vu passer, c'est l'un des tout meilleurs talents. Donc je suis très heureux de lui faire la passe sur ce scope de directeur général de la partie B2C. Et en parallèle, sur la partie B2B, je m'appuie sur Léa Marie, qui est notre directrice industrielle, avec qui j'ai écrit toute l'aventure des masques auprès de Bercy. Quelqu'un posait dans les questions, je réponds, Meryl, au passage, est-ce qu'on a un appui de Bercy? Oui, on a le soutien de la DGE, de Bruno Le Maire personnellement, qui connaît très bien l'entreprise. Je ne suis pas sûr que ça nous aide forcément beaucoup au quotidien, mais voilà, il n'y a pas d'aide spécialement fléchée, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de, voilà, il y a une oreille attentive et bienveillante à notre égard. Donc, si d'aventure on avait des blocages, des gros clients qui venaient mal se comporter, je pense qu'on a l'écoute du gouvernement et tant mieux. Maintenant, et moi, de toute façon, c'est ma vision des choses, hein, une entreprise, elle doit se démerder toute seule et pas demander à l'État de venir faire son boulot à sa place. Donc, le rôle de l'État, à mon sens, c'est de donner les conditions de bien travailler, un cadre clair, lisible et dans lequel on peut se projeter. Et je crois que ça, ils le font pas trop mal. Ils ont, à mon sens, admirablement aidé les boîtes pendant le Covid. Voilà. Donc bonne relation, mais pas de traitement de faveur particulier. Et pour revenir à l'organisation, donc voilà, je suis président de l'entreprise. J'ai un comité de direction à 3 personnes, donc Foucault sur le scope B2C, Léa sur le scope atelier du slip, qui assume la direction industrielle. Et Léa, c'est une femme extraordinaire qui était là à la soirée de pitch qu'on a fait à l'ITA avant la Noël. Léa, elle a 20 ans de fabrication pour la grande distribution, notamment. Elle a travaillé pour des importateurs, donc elle a fabriqué avec des usines en Chine, au Bangladesh, au Portugal, en Tunisie. Donc elle a, à la différence de moi, une connaissance extensive de l'écosystème industriel mondial. Et aujourd'hui, elle met au service de cette envie de relocaliser de la filière textile française qui lui tient autant à cœur qu'à moi. Elle met son savoir-faire à disposition de cette filière. Et elle a, en plus de cette connaissance industrielle, la connaissance de tous les clients, grande distribution. Et donc, quand on fait des rendez-vous, moi, j'arrive à avoir le point d'entrée direction générale et Léa connaît tous les acheteurs, plus à la compétence métier et industrie. Donc, c'est vrai que ça fait un binôme assez détonnant pour ceux qui, voilà, Meryl, tu l'as rencontré, donc je pense que tu confirmeras ou non. Mais ça fait une équipe solide. Et pour revenir à mon cas, bah, moi, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Je suis hyper heureux voilà, d'avoir un nouveau cheval de bataille qui m'emmène à titre personnel vers des horizons beaucoup plus larges que voilà, juste le slip. Un peu à l'image de son changement de logo, moi, à titre personnel, je vis une aventure assez dingue de se dire qu'au bout de 10 ans, bah, je suis au bon endroit, au bon moment pour porter une aventure industrielle dans mon pays. Et voilà, moi, je suis fan de l'aéropostale, de Citroën, des aventures industrielles françaises. Et je me dis que voilà, je suis au bon endroit au bon moment pour en porter une. Donc vous allez m'avoir sur le dos pendant encore un peu de temps, je vous rassure. Ou je vous inquiète, je sais pas, mais. Merci beaucoup Guillaume. Et du coup, peut-être la dernière question de Vincent qui veut aller un peu plus loin sur le coton.
Pour peut-être la dernière question de la fin, je trouvais que c'était pas mal. À quand un coton équitable? Alors, il y avait Goetz aussi qui était posé comme question. Donc, Exactement, ouais. voilà, exactement. Donc, on a une grande partie de nos appros qui sont en coton bio. On a certains de nos appros qui peuvent être Goetz, au cas par cas des produits et au cas par cas de nos fabricants. Fairtrade, pour l'instant, on n'a pas intégré ça. Il y a différents labels qui peuvent exister en France, France Terre Textile, label OFG. Donc voilà, il y a différentes sources d'approvisionnement. Pour l'instant, on n'a pas encore intégré dans l'offre de coton équitable, mais on est en veille voilà, sur tous ces sujets-là. Donc si Vincent, vous avez une piste précise, avec plaisir pour la regarder. En tout cas, enfin, voilà, la matière est un de nos gros enjeux de 23-24 pour continuer à progresser, continuer à améliorer l'impact environnemental et la qualité des produits qu'on fabrique. Eh ben, je pense qu'on a fait déjà un beau tour et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la fiche projet. C'est soit Guillaume, soit ses équipes, qui répondent, soit moi avec L'équipe Lita. Lita. Donc n'hésitez pas et top. Et je sais pas, Guillaume, si tu as un petit mot de la fin, sinon, Non, ce que je peux partager, pas comme atterrissage, mais comme perspective, on a déjà sécurisé plus de 400 000 € de chiffre d'affaires pour 2023 pour cette activité, les ateliers du slip. On a fait en 2022 400 000 € de chiffre d'affaires sur l'année 2022 et à ce jour, 19 janvier, je n'ai pas actualisé depuis que j'ai donné les chiffres la semaine dernière à Meryl, mais c'est peut-être un peu plus. On a déjà sécurisé 400 000 € de commandes. Donc, on a déjà 100% du chiffre de l'année dernière qui est fait au 19 janvier. C'est vous dire que ça va avancer vite cette année. Et pour vous donner quelques noms de clients, on travaille pour Célio, pour Damar, pour le groupe Auchan, comme je vous le disais. On travaille pour le groupe Elis, qui est l'un des référents du vêtement de travail, pour ceux à qui ça parle. On travaille aussi pour leur concurrent, le groupe Calige, qui est le deuxième acteur du vêtement de travail en France. Qu'est-ce que je peux vous citer comme référent voilà, on a beaucoup d'échanges avec des gens comme Kiabi, des gens comme Beaumanoir, des gens comme Roland Garros, des gens comme la SNCF. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Et vraiment, Meryl a eu accès à un certain moment au pipeline commercial. Je ne vous donne pas des noms pour vous faire du name dropping. Je vous parle de gens avec qui on a des échanges, présenter notre offre. Ils sont venus nous chercher. On est en train de coter des produits. Donc voilà, c'est du réel. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Juste pour vous donner voilà, l'étendue un peu des projets sur lesquels on travaille. Et on espère les faire atterrir. En tout cas, on a déjà atterri 400 000 € de commandes, ce qui est le chiffre de l'année dernière au 19 janvier, ce qui promet, j'espère, de beaux scores pour l'année 2023 et la suite. Bah, trop bien. C'était un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on espère que ça soit dynamique jusqu'à la fin du mois. À vous de jouer. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.